Salam alaikum. Donc, après un long arrêt, je reviens pour redémarrer une petite chaîne de vidéos. Je vais commencer par la présentation du câblage, des entrées et des sorties tout ou rien sur un automate. J'ai choisi l'automate programmable Siemens, la CPU S7314 IFM. Avant ça, je dois positionner dans un premier lieu l'automate dans un système automatisé. Donc, on sait bien que un système automatisé, il est représenté généralement par une partie commande et une partie opérative. Alors, je vais essayer de voir si des gens ils sont intéressés par la présentation de l'historique de l'automatisme et par comment on a pensé à l'automatisation et d'où vient cette représentation, bien sûr, qui représente partie commande, partie opérative. La partie commande qui représente normalement, qui remplace le cerveau de l'être humain et la partie opérative qui remplace les muscles de l'être humain. Parce qu'un système automatisé n'a fait que remplacer les tâches répétitives, monotones et pénibles de l'être humain par une machine. Alors, la partie commande qui remplace bien sûr le cerveau, elle reçoit des informations de l'extérieur ou bien des feedbacks de la partie opérative. Donc la partie commande, elle reçoit les informations, c'est comme le cerveau, il va recevoir les informations via les éléments qui sont placés ici, qui sont les capteurs. Donc notre cerveau de l'être humain, il reçoit les informations via les éléments qui sont les capteurs. La même chose, la partie commande d'une machine, elle reçoit les informations à partir des capteurs ou bien les détecteurs. Donc je vais bien sûr traiter par la suite la différence. Pour cette séance, je vais me contenter seulement des détecteurs. Alors, la partie commande, lorsqu'elle reçoit les informations, elle les traite, puis elle prend des décisions et elle donne des ordres vers la partie opérative. La partie opérative, à elle, elle exécute et elle donne un feedback. Okay? Donc là, ce schéma-là, je peux le détailler sur une autre vidéo. Mais ce qui va m'intéresser, comme j'ai dit, c'est les détecteurs qui sont là. Donc les capteurs. Capteurs, il y a deux grands types. Il y a les capteurs analogiques et il y a les capteurs tutoriens. Lorsqu'on parle des capteurs tutoriens, ce sont les détecteurs. De ce côté-là, on a les préactionneurs. Les préactionneurs, ce sont les éléments, bien sûr, qui permettent de véhiculer l'énergie vers les actionneurs qui sont placés dans la partie opérative. Alors, les actionneurs les plus utilisés, ce sont les moteurs, par exemple, les vérins pour un mouvement. Et les actionneurs, ils permettent la transformation de l'énergie, une énergie quelconque, à une énergie utile. Donc, généralement, si on a besoin de l'énergie utile, la mécanique, on fait appel au moteur qui permet la transformation de l'énergie électrique en mécanique, ou bien le vérin qui permet la transformation de l'énergie hydraulique, ou bien de l'énergie pneumatique en énergie mécanique. Donc, les préactionneurs qu'on trouve ici, généralement, ce sont les contacteurs, les distributeurs. Contacteurs, c'est pour les moteurs. Les distributeurs, c'est pour les vérins. On peut trouver un interfaçage progressif à partir des relais. Ou bien, on peut trouver des lampes de signalisation sur les sorties de la partie commande. Donc, je vais ici travailler essentiellement sur la partie commande qui est, pour nous, un automate programmable industriel. On peut trouver plusieurs technologies, mais la technologie qu'on va adopter, bien sûr, c'est l'automate programmable industriel. Et comme j'ai bien précisé, je vais travailler sur la CPU S7314 IFM de Siemens. Alors, je suis sur la partie commande automate programmable industriel. De ce côté, il va recevoir les détecteurs. Donc, je vais me contenter des détecteurs. De ce côté-là, je suis sur des préactionneurs. Des préactionneurs, tout ou rien. Là aussi, je suis sur les capteurs, tout ou rien. Alors, lorsqu'on parle d'un capteur tout ou rien ou bien d'un détecteur, il se résume en un contact normalement ouvert ou bien un contact normalement fermé. Okay?
Donc, quel que soit le nombre de bornes qu'il possède, donc il y a bien sûr, lorsqu'on parle des détecteurs actifs, vous pouvez avoir 3 fils ou bien 5 fils, mais ce qui va nous intéresser, ce qui serait câblé directement, ce qui va donner l'information à la partie commande, c'est seulement 2 points. Donc, je vais me contenter dans cette présentation de 2 points, quel que soit le détecteur. Bien sûr, les autres, pour les passifs, vous trouvez les fins de course, les boutons poussoirs qui sont représentés physiquement par seulement 2 bornes. Alors, le contact normalement ouvert ou bien le contact normalement fermé, qui va s'ouvrir ou bien se fermer suite à l'événement qui est présenté. Bien sûr, la symbolisation ici, elle fait appel à la norme européenne en schéma électrique. Et bien sûr, lorsqu'on met un petit T, c'est le bouton poussoir. Lorsqu'on met un petit cercle ici, c'est une fin de course. On peut parler aussi des détecteurs de proximité, inductifs, on met le L, capacitif, on met le C, les détecteurs infrarouges. Donc, il se résume en un contact normalement ouvert ou bien un contact normalement fermé. Et par la suite, bien sûr, je peux dans la représentation parler bouton poussoir ou fin de course. Ils peuvent représenter tout détecteur. De l'autre côté, pour les préactionneurs, qu'il soit un contacteur, un relais ou bien un distributeur, la partie commande, elle ne peut que donner une tension. Donc, dans son ordre de commandement, c'est par la tension. Cette tension-là, elle doit être donnée sur une bobine d'un contacteur ou bien une bobine d'un distributeur ou bien une bobine d'un relais. Okay? Mais on peut faire appel aussi à un câblage vers une lampe de signalisation. Alors, je vais donner un schéma bref pour la CPU, l'automate S7-314-IFM. Donc, c'est une CPU qui est modulaire avec des entrées-sorties qui sont intégrées. Je vais travailler sur des sorties intégrées de la CPU. Donc là, il y a 2 fentes qui contiennent des entrées et des sorties sur la CPU. Donc S7-314-IFM. Donc, elle est modulaire, elle peut aller jusqu'à 31 modules d'extension. Mais là, elle contient des entrées et des sorties qui sont déjà intégrées. Donc, à l'extrême droit, on trouve les vis qui peuvent recevoir les entrées. Donc, avec les numéros 0, le numéro 1 jusqu'au numéro 7. Okay? Donc, le COM n'est pas représenté, mais je vais présenter le COM à titre indicatif pour généraliser la façon de câblage. Donc, vous pouvez trouver le COM parce qu'elle contient déjà une alimentation ici. Vous allez voir que vous pouvez ne pas trouver le COM, mais je vais le faire extraire de telle sorte, je vais le faire dans le schéma. Je vais le mettre en évidence sur le schéma de telle sorte à généraliser le câblage pour que vous puissiez faire le câblage quel que soit l'automate programmable. Alors là, je vais traiter le vis COM. Alors, vous trouvez une flèche sur la sérigraphie 124 avec IN, ça veut dire les entrées, une flèche descendante 125 et là vous avez aussi des vis de 0 jusqu'à 7. Alors là, vous avez de 0, 1 jusqu'au vis numéro 7 avec un autre point COM. Donc généralement pour les entrées tutoriens, vous trouvez un groupement des entrées. Chaque groupement il peut faire appel à un COM. Okay? Vous pouvez trouver 8 et 1 COM. Vous pouvez trouver 16 1 COM. Généralement, pour la famille Siemens, ils vont par octet. Ça veut dire que vous allez trouver pour chaque 8 entrées un COM s'il est mis en évidence à l'extérieur. S'il n'est pas mis en évidence à l'extérieur, comme dans le cas ici, l'automate, il contient ses entrées sorties, ils sont intégrés. Le COM, il est déjà relié avec le COM de l'alimentation. Donc là, pour câbler en général des entrées tout ou rien, il faut les localiser sur la CPU, la première des choses. Comment les localiser? Pour les CPU Siemens par exemple, vous trouvez l'abréviation DI. Ça veut dire Digital Input. Donc vous avez Digital Input, ça veut dire des entrées TOR. D'accord? Là, ce sont des inputs ou bien des entrées TOR. Les entrées TOR, ça veut dire des entrées tout ou rien. La particularité, c'est quoi? C'est que chaque vis, il peut être câblé à un détecteur du côté sortie
lorsqu'on est à l'extérieur de l'automate, à l'intérieur de l'automate, chaque vis est représenté par un bit dans la mémoire de données. Donc ici, vous avez un bit qui va le représenter dans la CPU. Il y a un bit pour ce vis, par exemple, le numéro 0. On va trouver un bit dans la mémoire qui le représente. Il est inclus dans une mémoire appelée la mémoire image des entrées. Je peux revenir, comme je vous ai déjà dit, pour le câble, pour la présentation partie commande, partie opérative. Je peux aussi revenir sur la description d'un automate. C'est quoi un automate programmable? Si je ne suis pas dans le cadre, je veux faire seulement le câblage des entrées et le câblage des sorties. Alors, normalement, ce bit-là, il porte une adresse. L'adresse, on peut l'avoir de l'extérieur. D'accord? On peut l'avoir à partir de la disposition, à partir de ce que donne le fournisseur. Il y a des façons pour pouvoir déterminer l'adressage, normalement, du bit. Mais en fait, c'est les vis qui portent cette adresse. Donc ici, pour les automates Siemens, l'adressage pour les entrées, lorsqu'on travaille sur le logiciel Step 7, on commence par E. Lorsqu'on est sur le logiciel TIA Portal, on commence par %i. Donc la même chose ici, on peut avoir E lorsqu'on installe le logiciel sur la version allemande. Lorsqu'on installe le logiciel sur la version anglaise, on trouve I au lieu de E. Okay? Donc là, je vais travailler sur E, pour les entrées E. Et après, on donne l'ordre de l'octet. Donc ici, vous avez ce 124. Ça veut dire l'octet 124. L'octet, ça veut dire 8 bits, de 0 jusqu'à 7. C'est comme s'il s'agit d'une boîte. Je dis toujours une boîte qui contient plusieurs éléments. Ou bien, je peux dire la rue 124 et le numéro ici des maisons, c'est 0, 1, 2 jusqu'à 7. Donc, IE 124. J'ai ici, je zoome ce vis-là. Donc, ce vis, il a un bit correspondant qui a l'adresse. Bien sûr, on parle de l'adresse du vis, mais en fait, c'est l'adresse du bit. E124.0. Okay. Donc là, il est à l'intérieur, dans la CPU interne. Donc, je ne vais pas charger le schéma à l'écriture pour écrire toutes les adresses. Donc, vous avez ici les adresses E124.0. La seconde, c'est E124.1.2 jusqu'à .7. À l'octet suivant, 125, on a l'adressage des entrées. Par exemple, je peux prendre cette dernière entrée. Et là, pour adresse, 100 bits, il a pour adresse E125.7. En tout cas, pour ce qui est adressage, ça dépend de l'automate, ça dépend du manufacturier. Donc là, mais on peut se localiser facilement sur le plan adressage, juste en ayant bien sûr la disposition physique des modules. Donc, localiser les entrées. On a localisé les entrées. Il faut voir quel est le point COM pour un groupement d'entrées. Si on va travailler avec ces 8 entrées, on va utiliser ce COM. Et il faut voir quelle est la tension nominale du module. Vous trouvez une tension nominale écrite sur le module. Sinon, s'il a une référence, il faut chercher quelle est pour cette référence de module, quelle est la tension nominale. Vous pouvez trouver bien sûr toutes les tensions nominales qui sont sur les normes. Vous pouvez trouver 24 volts DC, vous pouvez trouver 48 volts DC ou AC, vous pouvez trouver 220 volts DC ou AC. Donc là, vous avez ici, là pour les automates, mais on a tendance actuellement à travailler de plus en plus sur 24 volts, étant donné qu'on essaie de faire une protection maximale de l'opérateur, étant donné que l'opérateur il travaille sur la partie commande, essentiellement sur ce qui est bouton pour soi, par exemple, on opte beaucoup plus sur 24 volts. Mais il y a bien sûr des automates qui contiennent des modules 24 et des modules 220 volts, des modules 48 volts en continu ou bien en alternatif. L'essentiel, il faut connaître cette tension. La tension, il faut la lire. C'est une tension juste nominale. Ce n'est pas une tension de service. Elle appartient à un intervalle. Mais généralement, on ne cherche pas beaucoup. On travaille avec cette tension nominale. Parfois, là, quand j'étais bloquée sur des tensions qui n'existent pas, que je ne trouve pas, j'avais essayé de voir les tensions correspondantes. J'ai trouvé qu'il s'agit d'un intervalle qui peut contenir plusieurs valeurs nominales.
plusieurs valeurs normalisées et ne travaille pas seulement avec cette valeur qui est indiquée. Mais l'essentiel, donc, vaut mieux travailler sur la valeur. Donc, la 24 volts qui est ici, il faut la voir. 24 volts DC, il faut la voir. La voir, ça veut dire quoi? Ça veut dire ou bien qu'on va prendre à partir de l'alimentation de la CPU, parce que là, il contient un bloc d'alimentation. Vous pouvez avoir une option Out 24 et vous pouvez utiliser votre 24 volts qui est en sortie là. Cette tension que vous trouvez en sortie sur le bloc d'alimentation, vous pouvez alimenter avec les entrées. Sinon, il faut l'acheter. Il faut avoir l'essentiel. Il faut avoir votre tension 24 volts entre un point chaud et la masse. Donc là, je prends ici le point masse. Okay. Je veux câbler des entrées. Donc, à partir de mon cahier de charge, je dois déceler quels sont les inputs que j'ai, quelles sont les entrées dans mon cahier de charge. Ici, je suis à l'égard des entrées TOR. Ça veut dire que je dois détecter tous les détecteurs. D'accord? Je dois les avoir, je dois les prendre, tous les détecteurs que j'ai. Donc, je suppose que j'ai par exemple un bouton poussoir normalement ouvert. Impérativement, pour le poser sur le schéma, il faut avoir son repère. Donc, son repère, c'est par exemple BP1. Le repère, c'est un nom qui doit être écrit en code alphanumérique selon la norme. Okay? Donc, il faut respecter tout ce qui est majuscule, minuscule et bien sûr le chiffre qu'on a si on rajoute un chiffre. Donc, d'un côté, j'ai les deux vis pour placer, bien sûr, pour câbler le bouton poussoir. Je prends par exemple une fin de course normalement fermée. Okay. Fin de course normalement fermée. Son nom, je peux donner par exemple FC2. Je peux prendre un autre bouton poussoir ou bien une autre fin de course normalement ouverte. FC3 par exemple. Okay. Donc, j'ai les repères des éléments. J'ai les éléments. J'ai la tension de service du module. Elle est là. Reste à faire le câblage. Alors, comment faire le câblage? Chaque élément, il doit être d'un côté. Donc, je vais travailler sur les éléments ici, sur l'octet 124. Okay. Ce qui va m'intéresser, c'est le point COM, le plus. C'est très important. Si vous ne localisez pas votre COM, si vous n'êtes pas en alimentation, si vous êtes sur une alimentation interne de la CPU, là, il y a un câblage interne. Mais sinon, il faut veiller à câbler le COM à la masse de l'alimentation. Donc, je dois câbler le COM des vis que je vais utiliser à la masse de mon alimentation. Donc là, ici, ils sont reliés. Okay. Après, je commence à câbler un par un. Je prends par exemple le bouton poussoir BP1. Je passe le point chaud vers d'un côté. De l'autre côté, je vais passer vers le vis numéro 0. Donc, je passe sur le vis numéro 0, par exemple, il est là. Quand je fais ce câblage, ça veut dire que j'ai fait la liaison du bouton BP1 à l'adresse E124.0. OK? On a tant parlé dans l'histoire des fusibles de protection. Donc, les manufacturiers, les fournisseurs, ils parlent toujours des vis de protection, des fusibles de protection. Mais pour l'installateur, c'était très encombrant. Mais à la venue des borniers porte-fusibles, on peut maintenant représenter des fusibles de protection pour les boutons poussoirs et les fins de course. Okay? Mais généralement, vous pouvez trouver une grande majorité des API pour lesquels vous ne trouvez pas les fusibles de protection pour les entrées. Parce que les entrées ici, s'il s'agit des entrées continues, ce sont des entrées à transistors. Il faut faire la protection de ces transistors, mais toutefois, la majorité, ils n'utilisent pas les fusibles de protection. Donc là, vous avez pour le deuxième, la même chose. Donc, je fais la liaison au point chaud, pardon. Je ne vais pas le faire. Chaque entrée doit avoir son fusible de protection. Même si vous pouvez trouver sur des schémas électriques un seul fusible pour un bloc d'entrée, mais ça ne fait pas la protection. D'accord? Donc, le fusible, il est là seulement pour se rappeler qu'il a fallu faire une protection. Donc, normalement, il ne fait pas de protection, le fusible, si on le met pour un groupement. Parce que le courant qu'on donne pour les entrées, le courant maximal qu'ils peuvent supporter, il est donné pour chaque
entrée. D'accord? Parce que à part cette tension, par la tension, on trouve un courant d'entrée. Le courant, ça veut dire le courant que l'entrée ne doit pas dépasser. Et on doit prévoir le fusible pour ne pas griller cette entrée. Mais les installateurs, sur des années, ils disent, je préfère garder des entrées libres et les remplacer que de charger mon installation par des fusibles de protection. Donc c'est ça le câblage des entrées. Je peux faire bien sûr le deuxième, donc je prends le deuxième, je fais la liaison sur le vis et bien sûr je pars ici vers, donc je m'excuse, je vais charger un petit peu le schéma. Donc là, je passe sur le vis numéro 1. Okay? Et pour le troisième, à partir du point chaud ici, je passe sur une autre adresse. Donc, je passe par exemple sur le vis numéro 7. Okay? Et là, je suis sur chaque entrée et doit avoir son adresse spécifique.